On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 24. Utiliser ChatGPT en lycée. En lycée, comme partout ailleurs, l'arrivée d'outils d'intelligence artificielle bouscule les pratiques. Dans sa classe de lycée à Dijon, Michael s'est lancé le défi de faire travailler ses élèves avec une IA générative. Apprendre à prompter, challenger ses réponses, élaborer un plan de dissertation, l'enseignant, en histoire, les encourage à collaborer autour de l'utilisation de cet outil, afin d'affûter leurs compétences et leur esprit critique. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bonjour Michael. Bonjour Nathalie. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans un chapitre qui s'intitule « L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde ». Merci de nous faire plonger dans cette pratique de l'intégration d'une intelligence générative dans ta classe. Je trouve ça passionnant. Tu nous présentes en quelques mots la séance d'aujourd'hui ? Alors, cette séance d'aujourd'hui était une séance d'activité. Et comme toujours, quand je mets en activité mes élèves, je leur propose un panel d'activités qui leur permet de travailler différents sujets d'approfondissement, différentes compétences et éventuellement avec une diversité d'outils. Et dans ce panel, ils font leur choix. Et depuis, de manière systématique, depuis septembre 2023, il y a maintenant des propositions d'activités à l'aide des intelligences artificielles génératives qui s'ajoutent à d'autres outils. La première fiche d'activité, c'est une étude de documents. Deuxième sujet traditionnel, aller faire un plan à partir d'une intelligence artificielle générative. Parce qu'il me semblait important que l'école prenne la mesure de l'apparition de cet outil, que les élèves utilisent, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai eu tendance à utiliser dans plusieurs articles l'expression d'éléphant dans la salle de classe. On sait bien que les profs l'utilisent pour s'aider aussi, que les élèves l'utilisent pour réaliser certains travaux. Et moi, je voulais qu'on mette cet éléphant au milieu de la salle de classe et qu'on en discute et qu'on en fasse quelque chose. Tu viens de répondre à cette question. Hein. Ce qui t'a mis en mouvement, finalement, c'est que, de toute manière, ça existe. Donc, autant former nos élèves à l'esprit critique et à l'utilisation de cet outil. Attention, par rapport aux autres sujets qu'on a fait les dernières fois, je vous demande pas de me faire la dissertation complète. Je vous demande juste de me faire une partie de dissertation. Le titre de la partie, vous l'avez déjà. La traite négrière et les économies de plantation dans les colonies françaises. Et je vais aller vous demander d'aller chercher, qu'est-ce qu'il y a dans une partie de dissertation ? Des arguments et des exemples. Donc voilà, au moins 2 arguments, 2 exemples, idéalement 3 arguments, et chaque argument est illustré par un exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu leur demandes exactement de faire avec cette intelligence artificielle générative ? Oui, alors ce que je leur demande précisément, c'est de faire ce qu'ils en font finalement assez naturellement sans qu'on leur demande. C'est-à-dire que quand on leur demande un travail à la maison, un devoir, une dissertation, ils vont désormais avoir régulièrement le réflexe d'aller demander à ChatGPT. Ça peut faire gagner du temps, ça peut être efficace, ça peut être intéressant, mais en fait le risque, c'est d'entretenir une espèce de fainéantise intellectuelle en disant qu'ils l'utilisent un peu comme ils utilisaient un moteur de recherche. C'est-à-dire, j'ai une question, je pose la question, j'ai une réponse, je copie-colle cette réponse,
et je la rends. Moi, ce que j'ai envie de faire avec eux, c'est de leur dire, très bien, vous posez une question, mais déjà poser une question, c'est une compétence. Et ensuite, on vous donne une réponse. Il faut absolument que vous ne laissiez pas votre cerveau à côté de votre téléphone ou à côté de votre ordinateur. Il faut que vous analysiez cette réponse, vous fassiez preuve d'esprit critique, vous demandiez si ça répond aux critères d'évaluation de l'exercice précis que vous avez à faire. Si cette réponse, elle remobilise des notions précises que vous avez étudiées en cours. C'est quoi le sujet ? C'est les traites négrières et les économies de plantation dans les colonies françaises. Voilà. Qu'est-ce qui me manque là dans cette truc ? Ça parle de maintenant, pas de... Ah bon ? Il manque l'économie de plantation, je pense. Pas forcément. La traite négrière a joué un rôle crucial dans le développement. Dans le développement de qui ? Dans le développement de quoi ? Pas des colonies françaises. Voilà. Il faut me le dire, ça. Bref, on utilise l'intelligence artificielle générative comme un assistant d'apprentissage et non pas comme une substitution à notre réflexion personnelle. Et effectivement, c'est ce qui ressort. Quand on écoute tes élèves, on sent qu'il y a un grand discernement qui s'installe ou qui s'est installé. Et je veux bien justement que tu nous racontes comment ça s'est installé, parce que j'imagine bien que ça ne s'est pas installé tout seul. Alors effectivement, là, on est sur cette classe de seconde à la 4e séance d'utilisation. Donc on est rentré il y a 4 mois et ils ont eu 4 fois la possibilité de faire cette activité. Alors tous ne le font pas et ça me semble important de le préciser. Un élève qui n'a pas envie d'utiliser une intelligence artificielle générative ne sera jamais obligé de le faire. Ça me semble très important. On a le droit d'avoir le choix de ne pas utiliser ces outils et c'est tout à fait respectable. Mais ceux qui font le choix de l'utiliser, évidemment, ils ont énormément progressé depuis le début de l'année, puisqu'au départ, ils l'utilisaient comme je te l'ai raconté, c'est-à-dire je pose une question et je copie-colle. Et puis ensuite, ils ont développé une autre stratégie qui était de me dire, je pose une question, je regarde ça, et puis j'appelle le prof pour dire ça vous va ou ça vous va pas. Et donc, petit à petit, moi, j'ai développé la réponse qui va avec en disant, c'est pas à moi de te répondre. C'est à toi de me dire si ça va ou pas. Ouais. Est-ce que c'est bien ? C'est à toi de me dire. Alors, qu'est-ce que je t'ai demandé ? Quels sont les critères de l'exercice ? Et est-ce que là, la réponse qui t'est proposée, elle répond aux critères ? Si c'est le cas, très bien, on valide. Si ça n'est pas le cas, il faut peut-être reformuler la question, ou ça veut peut-être dire qu'on a atteint la limite de ce que peut faire cet outil. Et petit à petit, ils apprennent à exercer systématiquement leur esprit critique face à cet outil. Alors là, moi, je voudrais bien que tu raffines un petit peu, que tu précises cet argument en lui disant « Peux-tu me donner un exemple de colonie française à cette époque dans laquelle sont exploités du sucre, du café ou du coton ?» Ça marche ? Du coup, Michael, tu leur proposes quoi comme exercice, très concrètement ? Alors très concrètement, sur l'activité du jour, nous sommes dans un chapitre qui porte sur le début de l'époque moderne, la découverte de nouveaux territoires, les grands explorateurs, etc. Et on a fait 2 cours avant sur ce sujet. On a expliqué ce que sont ces explorateurs, on a expliqué leur motivation économique. Et donc aujourd'hui, ils avaient une mise en activité qui était proposée. Et ils ont sur la table 2 propositions. Soit ils travaillent une étude de documents, qui est un exercice relativement classique, une compétence qu'on leur demande d'acquérir au lycée dans la perspective des examens. Et là, cette étude de documents portait sur la violence de la prise de contrôle de certains territoires en Amérique latine par les conquistadors. Et d'un autre côté, je leur propose de faire une partie de dissertation en lien avec la traite négrière et les économies de plantation. Alors ça, c'est des choses qu'on a vues en cours, mais en cours, on étudie économie de plantation et traite négrière des Espagnols et des Portugais
en Amérique latine. Et moi, il me semblait intéressant de leur donner une perspective nationale, française, qui n'est pas obligatoire dans les programmes, mais ça me semblait intéressant de fournir cette perspective. Et donc, je leur dis, voilà, le sujet, c'est la traite négrière et les économies de plantation dans les colonies françaises à l'époque moderne. On n'a pas fait de cours. Vous savez juste ce que c'est que la traite négrière et ce que sont les économies de plantation. Donc vous avez le background, vous avez le panorama notionnel et je vous demande de l'adapter à un exemple français. Et donc là, il va falloir partir à la recherche d'informations. Et pourquoi ne pas utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle générative pour aller chercher de telles informations? En les écoutant, on les entend comme avoir une checklist de ce qu'ils font. Tu sais ce que c'est si jamais c'est un truc. T'as bien mis les critères de réussite, le sujet et la production attendue? T'as mis les 3? Ça, ouais, j'ai mis les 3. Du coup, c'est quoi cette checklist? Parce qu'il doit y en avoir une. Et non, elle n'est pas formalisée. J'y réfléchis en ce moment pour me demander s'il faut que je crée une fiche méthode leur disant comment faire une recherche sur une intelligence artificielle générative. Pour le moment, cet outil n'existe pas. Je teste. Je vois comment il réagit, je vois comment il progresse, je vois quelles sont encore les limites, mais je n'en suis pas encore à proposer une fiche qui soit totalement formalisée. Je vais avoir encore besoin de quelques semaines d'observation pour arriver à ce résultat. J'aurais envie de te dire, ils sont prêts parce que ils la construisent intuitivement dans leur tête. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle existait, cette fiche, tu vois. Et oui, mais après, il va falloir qu'on l'adapte à chaque exercice. Et oui, bien pour sûr. la dissertation, pour la partie dissertation. Et puis, moi aussi, j'apprends beaucoup avec eux et grâce à eux. Et on se rend vraiment compte que la réponse de ces outils n'est absolument pas la même selon la question et selon les sujets. Il y a des fois, il va sortir un corrigé clé en main tout de suite. Ça va être parfait. Et puis, sur certains sujets, on a beau y travailler pendant une demi-heure, à la fin, le résultat ne sera toujours pas satisfaisant. Et t'as même un groupe, ils veulent gagner du temps, ils sont 2 élèves, ils posent le même prompt, j'imagine, à ChatGPT, et ils ont 2 réponses différentes. Et on les entend dire, ouais, mais nous, on a pris le meilleur des 2. Juste pour rebondir sur notre recherche sur ChatGPT, pour gagner du temps, au tout début, on s'était mis tous les deux, chacun sur notre téléphone, à demander un plan de une partie à ChatGPT. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous a donné deux sujets presque complètement différents, avec des arguments différents et des exemples différents, ce qui nous a permis de prendre les meilleurs de chaque partie. Et oui, ils ont compris qu'il y avait plusieurs outils. Alors on en a discuté aussi, qu'on peut poser 2 fois la même question à ChatGPT, mais qu'on peut aussi poser la question à Bing, qu'on peut aussi poser la question à Bard, et que la réponse ne sera pas toujours identique. Donc là, ils sont en train petit à petit de développer une réflexion sur l'outil et les enjeux éthiques qu'il y a derrière ces outils. Parce que s'il n'y a pas la même réponse, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la même source. Et puis ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un va orienter la réponse. Et donc il faut avoir cette réflexion citoyenne et éthique. Tu leur dis très explicitement que ce qui t'intéresse, c'est la méthode qu'ils utilisent et qu'ils doivent être capables de dire comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Et on les voit agir par itération. Je lui avais dit 2 arguments et 2 exemples, et on ne sait pas trop pourquoi. Il nous a sorti 2 parties, il nous a sorti 2 parties avec 2 arguments, 2 exemples, alors que j'avais demandé qu'une partie. Donc du coup, on lui a dit que c'était bien, juste qu'il fallait changer, il fallait mettre une partie avec 2 arguments, 2 exemples. Il a fait un texte très bien, voilà. Sauf qu'on trouvait juste qu'il était un tout petit peu court et qu'il y avait encore des choses à dire. Du coup, on s'est dit, on rajoute un argument et un exemple. Du coup, on en revient à une partie, l'impact de la traite négrière sur les économies de plantation françaises. 3 arguments et 3 exemples. Une première proposition, c'est pas assez qualitatif pour eux. Ils reviennent. C'est assez... moi, je trouve ça fascinant de voir ces jeunes avoir autant d'esprit critique.
Oui, mais parce qu'effectivement on l'a construit, hein. On l'a construit au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des années. Et là, merci les professeurs des écoles, merci les collègues du collège avant nous, et ça nous permet de continuer à avancer dans cette mission qui pour moi est l'une des principales missions de l'école, leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes et leur apprendre à être très très vigilants en tant que citoyens dès qu'on leur apporte une réponse, que ce soit par la télévision, que ce soit par des IA génératives ou même sur un site internet. Toujours se demander qui est derrière cette réponse et pourquoi, quels sont les intérêts de la personne qui me donne cette réponse. Ce qui m'a fascinée, j'utilise des termes un peu forts, mais parce que effectivement, durant cette séance, j'ai été vraiment fascinée par l'attitude de tes élèves. On les voit apprendre des choses. À un moment, il y a une réponse qui parle de Calédonie, j'espère ne pas dire de bêtises. Et tous et toutes là, vous vous interrogez, mais c'est quoi ? C'est une erreur de sa part ? C'est pas une erreur ? Et du coup, il y a une discussion sur un savoir qui s'embraye. Et oui, vous apprenez tous et toutes quelque chose avec cette séance. Et oui, et là il faut avoir une immense humilité en tant qu'enseignant, puisqu'évidemment on met entre leurs mains un outil qu'on ne contrôle pas. Alors moi je fais des tests avant, hein. Je me prépare au mieux, je pose ces questions pour savoir à peu près ce qui pourrait ressortir. Et puis une fois qu'on est en classe, il y a des choses totalement différentes. Et là clairement, effectivement, il nous sort les Calédoniens dans un contexte qui est absolument différent du contexte français, qui n'a rien à faire là. Et moi-même, en toute humilité, je commence à leur dire, écoutez, je crois que c'est une hallucination. Voilà, je crois qu'il est face à quelque chose qu'il a inventé parce qu'il n'a pas la réponse. Mais moi aussi, je me mets en posture de doute et je vérifie. Et là, je découvre que les Calédoniens sont une tribu au nord de la Bretagne dans l'Antiquité. Et qu'en fait, ce n'est absolument pas une hallucination de la part de ChatGPT, qu'en fait, c'est une vraie information qu'on a pu croiser avec d'autres sources. Et donc, ils ont appris quelque chose et j'ai appris quelque chose grâce à eux. Mais va sur Google et cherche ce que c'est mes exemples. Pour qu'on les approfondisse. Imagine, il nous dit, c'est quoi, c'est un domingue. On n'en sait rien du tout. Donc toi, tu fais Martinique, toi, du coup, faut que tu fais Congo. Et après, il en reste un troisième. Hein. Après, il y a Compagnie des Indes orientales. Je lui dis juste, c'est quel pays aujourd'hui ? Ouais, t'expliques à quoi ça correspond. Peut-être tu dis à l'époque ce que c'était comme royaume, un truc comme ça. Ça, c'est juste au cas où il pose la question. Tu viens de parler de cette posture d'humilité. Est-ce qu'il y en a d'autres à intégrer à sa posture d'enseignant quand on propose ce type d'activité ? Je parlerais bien de souplesse aussi. Voilà, il y a une prise de risque très très importante. On ne sait pas ce qui va ressortir de ces réponses. Donc j'ai envie de dire qu'il faut déjà quand même être un enseignant un peu averti. Sûr de sa posture, d'avoir construit probablement une posture d'autorité qui passe par d'autres choses que la maîtrise du savoir et des connaissances. Il faut accepter de savoir dire en toute humilité « je ne sais pas ». C'est très très important. Et puis ensuite, quand je parle de souplesse, il faut sur ces sujets qui sont encore très polémiques, être capable d'accepter la parole de l'autre, et d'accepter qu'un élève nous dise je n'ai pas envie d'utiliser ces outils parce que ça me fait peur, et ne pas être dans le jugement, jamais, de toujours écouter et dire ok, très bien, tu as peur pour le moment, eh bien n'utilise pas ces outils. Ça, moi, je m'en suis rendu compte parce que du coup, on mène un projet dans l'établissement autour des intelligences artificielles génératives, et donc je fais des interventions aussi bien auprès des élèves, pas que les miens, des élèves de manière générale et de mes collègues, et on a commencé cette année par une grande enquête auprès de nos 1062 élèves, plus de 1900 parents et responsables légaux et plus de 80 collègues. Et vraiment, le message principal qui est ressorti de cette enquête, c'est une peur. Une très très grande peur. Ces outils font très très peur. Et donc là, moi, j'ai pris conscience de mon biais à moi, c'est-à-dire que moi, je suis intéressé par ces questions. Je m'y suis intéressé dès le mois de novembre-décembre 2022. Donc j'ai acquis certaines connaissances, compétences. Mes collègues, les élèves, les parents n'ont pas encore ces connaissances, et parfois cette absence de connaissance de la réalité derrière l'outil
fait très peur et moi j'accorde une grande importance au respect de cette peur. Il va falloir qu'on en discute pour ensuite lever petit à petit les doutes et parfois ne pas les lever parce qu'évidemment ça pose des questions éthiques, ça pose des questions écologiques sur lesquelles moi je ne suis pas encore sûr d'avoir une position totalement affermie et bien établie. Je vous propose de commencer avec la partie de dissertation réalisée avec une intelligence artificielle générative. Alors, je vous rappelle l'objectif. Vous écoutez attentivement, vous prenez des notes. Vous devez à la fin avoir le plan qu'il vous propose. Donc là, en l'occurrence, le plan d'une partie de dissertation. Et ensuite, on regarde ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, parce qu'ils vont aussi nous dire comment ils ont fait, comment ils en sont arrivés à ce résultat. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie d'explorer cela, ne serait-ce que pour la raison que tu as donnée tout à l'heure, c'est que de toute manière, c'est là. Eh bien en fait, il faut aller mettre les mains dedans. Il faut prendre le temps de mettre les mains dedans. C'est quelque chose que j'ai appris en faisant et en organisant les premières formations auprès de mes collègues. Ce sujet est quand même énormément débattu depuis 1 an. On a eu un nombre d'articles assez incroyable. Des débats à la radio, à la télévision, certains nous expliquant que c'est la fin de l'humanité, d'autres nous expliquant que l'école était totalement terminée grâce à cause de ces outils. Et en fait, dans la réalité, quand moi je reçois des collègues et qu'on commence une formation, la très grande majorité n'ont jamais fait autre chose qu'une requête un peu rigolote en se disant je pose 2-3 questions et puis je vois ce que ça donne. Et en fait, moi je conseille aux collègues d'y aller et de commencer à l'utiliser en posant des questions professionnelles, en se disant à quoi ça peut me servir, où est-ce que ça peut me faire gagner du temps, où est-ce que ça peut me faire gagner de l'énergie et comment est-ce que ça peut me rendre meilleur et plus efficace dans mon activité professionnelle. Et donc là, moi je les accompagne en leur disant que ça peut nous permettre de faire des grilles d'évaluation, ça peut permettre de créer des évaluations, ça peut permettre de créer des fiches de révision pour nos élèves. Et là, on est en fin d'année civile. J'ai fait 3 formations là depuis le mois fin novembre, début décembre. Et j'ai tendance à dire que j'avais l'impression d'être un Père Noël. Et que mes collègues repartaient avec des étoiles dans les yeux en disant mais on s'était jamais rendu compte que ça pouvait faire ça. En fait, on avait vu que c'était drôle, que ça pouvait avoir c'est impressionnant de voir une machine écrire du texte comme ça en lui donnant des contraintes, mais à un moment donné, quand on lui demande de faire des exercices précis et des activités précises, la première réaction des collègues est de se dire on n'avait jamais imaginé qu'il pouvait faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Michael, de nous avoir embarqués dans cette séance. Merci à toi. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.